Dans la dynamique des écosystèmes, nous allons parler aujourd'hui de flux de matière et de cycles géochimiques. Nous avons déjà parlé longuement dans d'autres cours d'écosystèmes, notamment de la dynamique des écosystèmes. Un écosystème ne fonctionne pas pour lui tout seul. Ça n'existe pas. En fait, il y a toujours des interactions à plus ou moins grande échelle, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Donc, indépendamment des autres écosystèmes, un écosystème ne fonctionne pas en vase clos. La matière, elle circule d'un niveau trophique à un autre. On parlera de cycle du carbone tout à l'heure, on prendra l'exemple du cycle du carbone, mais on aurait pu prendre également l'exemple de l'azote, du phosphore, etc. Mais on a pour habitude dans les cycles géochimiques d'étudier le cycle du carbone. Il y a donc au niveau de ce carbone des entrées et des sorties. Alors, ce n'est pas le carbone qui entre ou qui sort, oui, un peu, mais c'est surtout ce que l'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone. Cette entrée ou sortie de carbone se mesure à travers les flux de dioxyde de carbone. Par exemple, ça peut être d'autres flux également. Donc, il y a des entrées et des sorties de matière qui concentrent ce carbone. Comment? Eh bien, si on prend un exemple de la photosynthèse, le dioxyde de carbone est bien concentré, entre guillemets, sous forme de matière organique. Bon, on ne va pas parler en détail de la photosynthèse, mais le mécanisme, l'objectif, en fait, d'une plante autotrophe, entre guillemets, c'est bien de produire de la matière organique et du dioxygène également, pour ses propres besoins. La photosynthèse lui apporte de la matière organique qu'elle fabrique elle-même, cette plante, et la respiration cellulaire fait que de l'énergie va être produite par la plante pour qu'elle puisse vivre, c'est-à-dire que cette énergie va être utilisée par différentes réactions du métabolisme pour que la plante puisse vivre. Donc cette plante s'autosuffit à elle-même grâce à la photosynthèse et à la respiration cellulaire, qui sont deux mécanismes chimiques, biochimiques, entre guillemets, qui correspondent à un cycle au niveau de la plante. Elle produit sa matière organique, elle produit son énergie, donc la plante s'autosuffit, je le répète, elle est autotrophe. Tandis que nous, les animaux, etc., on a besoin de la matière organique produite par les autotrophes. Nous ne sommes pas autotrophes. Nous sommes hétérotrophes. Donc ça veut dire que lorsque l'on parle d'écosystème, lorsque l'on parle de flux de matière, de cycle géochimique, eh bien on sait qu'un écosystème, il ne fonctionne pas pour lui-même. C'est ce que je vous avais dit au début. Indépendamment des autres écosystèmes. La matière va circuler d'un niveau à un autre, c'est-à-dire d'une chaîne alimentaire à une autre, d'un réseau trophique à un autre. Il y a des entrées et des sorties de matière, et si bien que chaque écosystème va avoir un impact sur les cycles des éléments chimiques à l'échelle entière de la planète. Et bien entendu, l'homme va intervenir dans ces cycles, dans ces flux de matière et dans ces cycles biogéochimiques. Bon, nous pouvons nous poser le problème de savoir, concernant le bilan de matière d'un écosystème, qu'en est-il exactement? Alors, on peut prendre l'exemple d'un écosystème dans un étang, dans une prairie, cercle polaire, etc. Mais on peut prendre un exemple dans l'écosystème forestier, comme nous avons fait dans les autres cours. Donc, quel est ce bilan de matière par rapport au dioxyde de carbone, donc par rapport au carbone en fait, par rapport à ce que l'on appelle la biomasse, entre guillemets, et quel est son effet sur les cycles géochimiques, en particulier sur celui du carbone et à travers l'étude de ce qui se passe au niveau du dioxyde de carbone, c'est-à-dire la photosynthèse, et puis la libération également de CO2 lors de la respiration cellulaire. En fait, CO2, c'est un peu le pilier de ce qui se passe.
sur Terre. Et pourquoi pas le dioxygène? Bien sûr qu'on a besoin de dioxygène pour produire de l'énergie, mais on a également besoin de CO2. Alors pas nous directement, puisque nous ne sommes pas des plantes, mais les producteurs primaires ont besoin du dioxyde de carbone pour fabriquer la matière organique. Par exemple, pour fabriquer du glucose. Et ce glucose, ces plantes autotrophes en ont besoin pour produire de l'énergie, par oxydation de l'oxygène sur le glucose. Nous, par exemple, êtres humains, ou les autres animaux, on a besoin, enfin on rejette ce CO2, mais on a besoin de dioxygène pourquoi? Bien, pour produire de l'énergie par oxydation du glucose. Donc vous voyez que les plantes produisent O2 et CO2, donc produisent O2 lors de la photosynthèse, et produisent des matières organiques en même temps, et libèrent du CO2 lors de la respiration cellulaire, avec production en parallèle d'énergie sous forme de molécules ATP, adénosine triphosphate. Et nous, on a besoin du dioxygène. Pourquoi? Pour produire de l'énergie. Mais on n'absorbe pas CO2 pour produire notre matière organique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a besoin des autotrophes, et d'une manière plus générale, tous les hétérotrophes ont besoin des autotrophes parce que ils nous apportent du dioxygène et de la matière organique. Bon, je tourne un petit peu en rond. Alors, essayons de voir les stocks de carbone dans un écosystème forestier de manière globale. Une réserve forestière intégrale ou une réserve exploitée. Dans les deux cas, la répartition du carbone dans l'écosystème forestier n'est pas la même chose. Alors, dans une réserve forestière intégrale, c'est-à-dire que le bois n'est pas exploité. Il n'y a pas de nettoyage non plus. Bon. Donc ça veut dire que la forêt est livrée à elle-même, sans intervention de l'homme. Alors, il y a différentes méthodes qui permettent de mesurer, de peser, de quantifier cette biomasse. La biomasse, c'est la masse des êtres vivants, en fait, mais qui peut devenir une biomasse morte, entre guillemets. Si vous prenez par exemple un chevreuil, c'est un être vivant qui contient de la matière organique, donc il y a une biomasse qui contient donc squelette, système musculaire, etc., la peau, les os, etc. Bon. Donc ça correspond à une certaine masse vivante. Mais lorsque le chevreuil va mourir, eh bien, son cadavre va être décomposé par les décomposeurs et cette biomasse va être transformée. La matière organique va être transformée en matière minérale. Matière minérale qui sera absorbée par les racines des plantes et le recyclage va pouvoir se faire. D'où le flux de matière d'un organisme à un autre. Donc, différentes méthodes vont permettre de quantifier la biomasse du monde vivant. Ce monde vivant, on rappelle qu'il constitue la biocénose, cette biocénose qui vit dans un environnement avec ses caractéristiques physico-chimiques, température, humidité, etc. Et ces caractéristiques, donc ces caractères physico-chimiques, ces paramètres physico-chimiques correspondent au biotope. Donc ces êtres vivants vivent, donc cette biocénose, elle vit dans un écosystème forestier, puisqu'on prend l'exemple d'écosystème forestier, et il faut ajouter à cet écosystème, à cette biomasse, la masse de la matière organique du sol. Parce que dans une forêt, lorsqu'on prend un écosystème forêt, il y a tout ce qui est au-dessus du sol, mais il y a également tout ce qu'il y a au-dessous. Donc la biomasse, elle concerne aussi bien ce qui est au-dessus que ce qui est au-dessous. Donc il y a au total un stock de carbone qui est en moyenne, alors ça dépend des sources d'information. Là devant moi j'ai un document qui précise qu'il y a 150 tonnes par hectare dans les forêts exploitées de la France métropolitaine. Mais lorsque l'on parle d'une réserve
forestière intégrale, donc qui n'est pas exploitée, qui n'est pas nettoyée non plus, eh bien le stock peut atteindre 240 tonnes par hectare dans les forêts que l'on appelle à évolution libre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas exploités. Donc, ce stock de carbone va se répartir dans différents compartiments, évidemment, puisque je vous ai dit, donc il y a, vous prenez le niveau 0 du sol, il y a ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Si vous prenez un tronc d'arbre, c'est peut-être pas la même quantité qu'une feuille à poids égal. Est-ce qu'il y a autant, par exemple, de matière organique? Imaginons le glucose. Est-ce qu'il y a autant de glucose à poids égal dans les deux compartiments? Eh bien, essayons de voir la répartition du carbone dans un écosystème forestier sur un exemple où il y a au total 137 tonnes par hectare. Vous prenez un hectare, vous pesez cet hectare, vous prenez une grosse balance, vous pesez, il y a 137 tonnes. Alors, vous avez amassé sur cette grosse balance des troncs, des feuilles, des branches, des racines, du bois mort, de la litière, du sol, des animaux. Tout ça, ça fait 137 tonnes. Mais quelle est la part de chacun? Eh bien, le sol correspond à 51%. Ça veut dire que vous prenez 51% de 137 tonnes, vous obtenez la biomasse. La biomasse, donc, qui se trouve dans le sol. Bon. Ensuite, deuxième position, ce sont les racines, ce sont les branches. Donc les troncs et les branches représentent 32%. Troisième position, ce sont les racines avec 7%, puis la litière avec 5,5%, ensuite le bois mort et les feuilles pour chacun 2%. Les animaux représentent 0,5%. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein, 0,5%. Donc voilà, hein, pour un exemple de stockage dans un écosystème forestier, où on a pris un exemple sur 37 tonnes par hectare, on a vu la répartition, on a vu que c'est surtout le sol, les troncs et les branches, en fait, qui contiennent une biomasse importante. Essayons de comprendre maintenant, dans une forêt toujours correspondant à ce carbone, donc ce flux de carbone. Alors, essayons de comprendre d'abord l'évolution des divers flux de carbone au cours du développement d'une forêt. Et puis ensuite, nous verrons le temps de résidence de la matière organique dans un sol forestier. Alors, une forêt existe, mais avant qu'elle existe, elle n'existait pas. Donc ça veut dire que la forêt s'est accaparée un milieu de vie, un milieu au niveau duquel elle a commencé à se former, puis tout doucement, elle peut très bien disparaître, cette forêt. Alors, vous imaginez ou essayez de vous trouver un graphique du flux de carbone en fonction de l'âge. Alors, flux de carbone en grammes par mètre carré et par an, concernant le document que j'ai devant moi, en fonction de l'âge en années, en partant de 0 année jusqu'à 500 années. Et puis le flux de carbone va de 0 à 2000. Donc 2000 grammes par mètre carré et par an. Dans une forêt, il y a deux flux de carbone, principalement. Premièrement, il y a une entrée du carbone qui correspond à l'assimilation du dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse. C'est ce que l'on appelle la production primaire brute, PPB. Et deuxième chose, deuxième flux, c'est la sortie du carbone qui correspond à l'émission de CO2 par la respiration cellulaire et par la fermentation. Alors, des êtres vivants,
évidemment. Et la différence entre les deux, production primaire brute et production, respiration, je veux dire, correspond à ce que l'on appelle la production primaire. Tout à l'heure, c'était brut. C'est un peu comme un salaire, hein. On vous donne le salaire brut, mais en réalité, vous touchez le salaire net. Bon, ça fait une grosse différence entre les deux. Vous retirez 20% dans le système français à peu près, et ça vous donne globalement le salaire net. Et bien là, c'est la différence entre la production primaire brute, qui est le flux entrant, et la respiration, fermentation, qui est le flux sortant, et vous donne la production primaire nette. Voilà. Et la production primaire nette, donc, s'étudie sur 500 années à peu près dans notre exemple. Alors, lorsque la forêt, point de départ d'une forêt où il y a, concernant le flux de carbone, aux environs, on va dire, de 800 grammes par mètre carré et par an, correspondant au flux de carbone. Eh bien, cette production primaire nette va augmenter. Donc vous souvenez, hein, c'est la différence entre ppb et la respiration, donc différence entre le flux entrant et le flux sortant en fait. Hein. Et on s'aperçoit que la production primaire nette, elle est toujours positive. Donc ça veut dire que il y a toujours plus de flux entrant que de flux sortant dans la nature livrée à elle-même. Donc dans la forêt livrée à elle-même. Mais on constate que dans cette forêt, dans notre exemple, eh bien, la production primaire nette est maximale aux environs de 50 ans, lorsque la forêt a 50 ans à peu près, entre 50 et 100, allez, on va dire entre 50 et 150 ans, mais on peut même partir de 10 ans à 150 ans. La production primaire nette est la plus élevée par rapport à la forêt qui aurait par exemple 450 ans. Mais quoi qu'il en soit, même si cette production primaire nette diminue à mesure que le temps passe, diminue de manière régulière, cette production primaire nette est toujours supérieure, est toujours... ce que je veux dire, c'est que la production primaire brute est toujours supérieure au flux sortant. Donc le flux entrant est toujours supérieur au flux sortant. Ce qui nous donne une production primaire nette toujours positive. Hein, vous comprenez bien, c'est toujours positif. Bon. Alors, la forêt âgée, en équilibre, elle conserve sa capacité d'assimilation du carbone et une production primaire nette qui est très positive. Enfin, relativement positive en tout cas. Donc ça veut dire que, à la limite, si l'homme n'intervient pas, ça veut dire que la respiration qui va libérer du CO2 permettra à ce CO2 de ne jamais dépasser, de ne jamais faire en sorte que la production primaire soit négative. Ça voudrait dire qu'il y a plus de flux sortant de CO2 que de flux entrant de CO2. Donc s'il y a plus de CO2 qui se retrouve régulièrement dans l'atmosphère, l'effet de serre, vous connaissez. Ça veut dire qu'on aura de plus en plus un réchauffement climatique. Or, vous savez que depuis la révolution industrielle, eh bien, la quantité de dioxyde de carbone libérée dans l'espace fait que cette production primaire nette globale à l'échelle planétaire, eh bien, elle est négative, en fait. Et donc, on a un réchauffement de la planète. Bon, c'est une parenthèse, hein, je ne vais pas en discuter plus. Donc, une forêt âgée, en équilibre, naturelle, va conserver sa capacité d'assimilation du carbone et une production primaire nette qui sera positive, et tant mieux. Ça veut dire que plus de CO2 est absorbé que libéré, en fait. Donc, la dynamique du flux de carbone dans le sol, si on prend l'exemple du sol, eh bien, va différer selon les peuplements et selon les forêts, évidemment, selon que la forêt est ancienne ou pas ancienne, etc. etc. Donc, dans cette discussion, essayons de comprendre
essayons de voir, à titre d'exemple, combien de temps reste la matière organique dans tel ou tel support dans un sol forestier. Alors, vous savez qu'il y a la litière. Globalement, la litière, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est à l'automne, les espèces à feuilles caduques, en fait, les feuilles tombent. Donc, ces feuilles vont se déposer sur le sol. Donc, à la fin de l'automne, par exemple, il n'y a plus de feuilles dans les arbres et toutes les feuilles se trouvent par terre. Globalement, ça correspond à la litière. Bon, alors, on ajoute à cela des petits morceaux de branches, des petites choses à droite et à gauche. Donc, la litière, c'est pas que des feuilles, hein, c'est ce qui est au-dessus de l'humus, en gros. Hein, puisque lorsque la litière se transforme, elle se transforme en humus. Bon, ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc, il y a décomposition de la litière, en fait, et la biomasse des micro-organismes qui va rester pendant un certain temps. Eh bien, ce certain temps, c'est 1 an. Ça veut dire que la biomasse des micro-organismes ne dure pas plus d'1 an. Pourquoi? Parce qu'ils vont mourir, être dégradés eux-mêmes, et la reformation de la biomasse des micro-organismes, eh bien, il faut un certain temps. Bon. En tout cas, la biomasse des micro-organismes, c'est inférieur à 1 an. Ensuite, le carbone de la litière dure entre 1 et 5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une décomposition en fait relativement importante grâce aux décomposeurs. Les glucides complexes, quelques années à quelques décennies. Et puis les acides fulviques et humiques, quelques centaines à quelques milliers d'années. Donc vous voyez que, pour prendre cet exemple de temps de résidence de la matière organique dans un sol forestier, eh bien il y a en quelque sorte une transformation de ce qui est plus fragile en quelque chose qui va devenir plus solide, entre guillemets, résistant dans le temps, et qui va constituer finalement un sol qui aura un stockage, une biomasse plus ou moins importante selon les organismes ou selon les forêts. Ce que je dis, c'est un peu simpliste. Parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il faut simplifier. Alors, essayons de voir maintenant pourquoi est-ce que l'on parle de puits de carbone dans les forêts. C'est quoi un puits de carbone? Eh bien, si on prend l'exemple d'échange de carbone dans certains pays de l'Union européenne, par exemple, quel est l'impact des forêts de l'Union européenne sur le cycle du carbone? Le stock de matière organique des 16 millions d'hectares de forêt représente 2200 millions de tonnes de carbone. Alors, ça paraît énorme. Les forêts françaises produisent annuellement 87 millions de mètres cubes de biomasse, avec un accroissement de 3,4%, ce qui représente 32 millions de tonnes de carbone stockées, dont 20 millions sont prélevés par l'exploitation forestière. Alors, ce flux, nous le comparons à celui des rejets de CO2, qui représentent pour la France 94,5 millions de tonnes de carbone. Et à l'échelle planétaire, les forêts vont fixer annuellement 2,3 milliards de tonnes de carbone, mais la déforestation en émet 1,6 milliard. Bon. Quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Essayons de voir le cycle du carbone. Donc, on a 4 grands réservoirs et essayons de globalement détailler ces échanges. Tout d'abord, l'atmosphère. L'atmosphère possède 800
gigatonnes sous forme de carbone, alors sous forme de dioxyde de carbone, par exemple, mais pas que cela. Ça peut être du méthane aussi. La lithosphère contient un stock de 50 millions de gigatonnes, l'hydrosphère 40 millions de gigatonnes et la biosphère 600 gigatonnes. Donc vous voyez, entre la lithosphère et l'hydrosphère c'est l'eau, hein, les océans, etc. Donc l'hydrosphère 40 millions, pas 40 millions, pardon, je me suis trompé, 40 000 gigatonnes, la lithosphère 50 millions de gigatonnes. Alors, à la limite, ça ne nous concerne pas trop. Ce qui peut nous concerner pour une émission excessive de CO2, c'est ce qui se passe entre l'atmosphère et la biosphère. Quand il y a un dérèglement de la nature, du climat, c'est plutôt l'atmosphère qui est concernée et la biosphère. Et l'atmosphère, on regarde le stockage 800 gigatonnes et la biosphère 600 gigatonnes, notamment au niveau des forêts, mais pas que les forêts. Donc il y a des flux entrants et des flux sortants correspondant. Alors déjà dans l'atmosphère, on a du CO2 qui est dissous dans les océans. On a également au niveau de ces océans du CO2 qui va se trouver dégazé et donc qui va se retrouver dans l'atmosphère. Il y a également des éruptions volcaniques qui libèrent du dioxyde de carbone. Il y a la photosynthèse qui assimile le dioxyde de carbone et donc le stocke. Et il y a des émissions de CO2 suite à la respiration cellulaire et suite aux fermentations. Alors si on donne des valeurs à cette à ce grand réservoir, eh bien, pour le dégazage, on a à peu près 90 gigatonnes par an, tandis que le CO2 dissous, 90 également. Donc ça veut dire qu'il y a un équilibre entre la dissolution, enfin le carbone dissous, le CO2 dissous plutôt, et puis le dégazage, on a 90 et 90 dans les deux cas. Donc il y a un équilibrage lorsque l'on est dans un cycle naturel. Bon. Concernant le volcanisme, alors plutôt on va en parler après. Concernant la photosynthèse, on a 120, donc 120 gigatonnes par an, je ne vais pas répéter à chaque fois. Et puis la respiration ou décomposition, fermentation, donc libère 120 également. Donc 120 libérés, 120 absorbés. Le bilan est neutre. Mais ce qui rajoute un peu, eh bien, c'est le volcanisme, en fait. 0,05 gigatonnes par an. Donc là, ça veut dire qu'on a un excédent de CO2 dans l'atmosphère dû globalement au volcanisme. Regardons maintenant au niveau de l'hydrosphère. Alors, au niveau de l'hydrosphère, on a dit il y a 90, donc CO2 dissous 90 et dégazage 90. Eh bien, ce CO2 dissous, c'est la photosynthèse dans les milieux océaniques, dans l'hydrosphère en fait, hein, donc qui va permettre de stocker une partie de ces 90, la précipitation des carbonates également, et puis le phytoplancton qui va utiliser également donc ce CO2 qui est dissous. Quant au dégazage, eh bien, ça correspond en fait au CO2 qui est libéré. Alors ensuite, donc là on a vu atmosphère et puis hydrosphère. Voyons maintenant la lithosphère. Alors lithosphère, on a dit, non, on n'a pas dit d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire qu'au niveau de la lithosphère, donc il y a la fossilisation, en fait, représente 0,3. Donc stockage, 0,3. Et 0,2,
pour la sédimentation. Donc si on regarde en détail, concernant cette lithosphère, où il y a, je rappelle, 50 millions de gigatonnes de CO2, enfin de carbone en tout cas, dissous. Donc il y a, on a dit 0,03 fossilisation, pas 0,03, 0,3 pardon, gigatonnes par an. Donc fossilisation, alors on pense au charbon, aux roches sédimentaires, aux hydrocarbures. Bon. Principalement. Et maintenant, intéressons-nous donc à la biosphère, où il y avait 600 gigatonnes dans un cycle naturel. Eh bien, il y a toujours cette photosynthèse, cette fossilisation, cette respiration donc compensée, avec toujours cet excédent de correspondant au volcanisme, à 0,05 gigatonnes par an. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire globalement? Eh bien, on peut dire globalement que le cycle naturel du carbone, donc si on étudie le cycle du carbone, donc le cycle naturel du carbone, il est globalement relativement neutre, hein, puisqu'on a des équilibrages entre ce qui est rejeté et ce qui est absorbé, avec tout de même un léger excès en faveur du CO2. Mais dans l'état naturel, c'est normal, en fait. C'est relativement normal. Si l'homme n'intervient pas, la nature s'équilibre d'elle-même. Bon. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que il va y avoir un bouleversement important de ces équilibres naturels si l'homme intervient. Et l'homme est intervenu depuis la révolution industrielle, donc essayons de voir ce qui devient négatif en fait par rapport à ces quantités de CO2 qui vont être émises dans l'atmosphère. Donc si on regarde ce qui est absorbé, donc le CO2 absorbé dû à l'homme, eh bien il y a les absorptions supplémentaires. Pourquoi supplémentaires? Parce qu'on peut parler de photosynthèse supplémentaire, mais pas que cela. On va avoir globalement une libération de CO2 dans l'atmosphère due à la combustion. Les combustions, les usines, les besoins industriels, les feux de cheminée, etc. Donc on a un rejet dû à la combustion de 7 gigatonnes par an. Donc vous voyez, par rapport au cycle naturel, déjà rien que par la combustion, on a un excédent de CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère. Excédent qui se retrouve également à cause des forages, parce que les forages libèrent 3 gigatonnes par an. Donc on est déjà arrivé à 7 plus 3, ça fait 10 gigatonnes en trop, en fait. Libération grâce aux extractions, 4 gigatonnes par an. Donc 7 plus 3, ça fait 10, plus 4, ça fait 14. Libération due à la déforestation, on va dire 1. Donc ça fait 14, ça fait 15. Alors compensé par photosynthèse supplémentaire 15, on retire 2, on arrive à 13. L'absorption supplémentaire 13, on retire 2, on arrive à 11. Et vous voyez qu'on a 11 gigatonnes par an libérées en plus par rapport au cycle naturel. Et rien qu'avec cet exemple, eh bien vous comprenez que l'homme intervient dans la biosphère au niveau du cycle du carbone pour libérer de manière excessive du CO2. Or, le CO2, je répète, c'est un gaz à effet de serre qui fait que la température globale de la Terre va augmenter avec modification du climat, etc. Bon, ce n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui, mais je vous montre simplement le lien entre ce dioxyde de carbone, ce cycle du carbone, et l'industrialisation, en fait, qui se fait à l'échelle européenne, et à l'échelle mondiale également, évidemment.
Donc ça veut dire que la combustion de fossiles, donc de combustibles fossiles, les décompositions, alors décompositions diverses, dont les produits ligneux, donc les arbres par exemple, eh bien cette libération excessive de CO2 dans l'atmosphère, eh bien elle ne compense elle n'est absolument pas compensée, non, d'une part par l'action humaine et d'autre part par l'action naturelle. Bien que la production primaire nette forestière soit très élevée, elle ne compense pas la quantité d'échange de carbone qui se fait au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Très loin de là. Alors évidemment, il va y avoir, si on raisonne juste au niveau de l'écosystème forêt, la gestion des forêts est très importante. Est-ce qu'il vaut mieux laisser dans une forêt beaucoup d'arbres, ou est-ce qu'il vaut mieux éclaircir cette forêt? Est-ce qu'il faut faire ce que l'on appelle des parcelles éclaircies, éclaircies en laissant par exemple que les chênes, ou en laissant que les hêtres? Ou est-ce qu'il faut au contraire laisser à la fois les chênes et les hêtres et les autres essences dans telle ou telle forêt? À votre avis? Eh bien, vous allez comprendre que si on éclaircit les forêts, en fait, on réduit la quantité de biomasse sur un an, admettons. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'un arbre soit présent tous les 10 mètres, admettons, ou tous les 20 mètres, eh bien ça veut dire que rien qu'en raisonnant sur les feuilles, la quantité de feuilles qui va tomber sur le sol va être moins importante que dans une forêt où les arbres sont serrés les uns contre les autres. Alors, évidemment, il y a une compétition qui s'installe entre les arbres, mais si on laisse la compétition se réaliser de manière naturelle, il y a un équilibre qui se fait dans une forêt, alors sur le plus ou moins long terme évidemment. Et donc ça veut dire que si vous laissez par exemple si vous mettez 3 arbres sur 10 mètres à peu près, sur 10 mètres carrés à peu près, 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, peu importe, eh bien chaque arbre va produire une certaine quantité de feuilles qui sera beaucoup plus importante que si on met un seul arbre dans ces 30 mètres carrés. Donc ça veut dire que rien qu'en raisonnant au niveau des feuilles, vous allez avoir moins de litière lorsqu'il y a un seul arbre tous les 30 mètres que s'il y a 3 arbres tous les 30 mètres. Donc ça veut dire que tout doucement avec le temps, la biomasse des feuilles, par exemple, va diminuer lorsque l'on éclaircit les forêts. Et donc, ça veut dire que les décomposeurs auront moins à décomposer, et donc ils vont réduire leur nombre également. Et donc, ça veut dire que tout doucement avec le temps, cette biomasse va s'éteindre, va se fragiliser, et ces forêts éclaircies sont moins riches en termes de biomasse, de biocénose et de biotope qu'une forêt qu'on laisse libre à l'état naturel. Donc lorsque l'on fait des prélèvements en forêt, il y a un impact sur les stocks de carbone et sur la capacité de stockage d'un écosystème dans une forêt. Alors il y a beaucoup d'éléments il faut prendre en compte beaucoup d'éléments. Nous allons en citer 4. Par exemple, le bois prélevé. Le bois qui est prélevé, il sert à quoi? Il peut servir à beaucoup de choses. Ça peut faire des haies, des haies clôturées, ça peut faire des charpentes, ça peut faire du bois de chauffage, etc. Donc, l'usage du bois prélevé. Donc, si on prend des produits, donc du bois à longue durée de vie, eh bien le carbone, il continue à être séquestré si par exemple vous fabriquez de la charpente. Ça veut dire que la charpente, elle reste. Et le stockage du bois, il reste. Mais il est neutre, sauf à protéger la personne grâce à la présence d'un toit. Ce stockage est bien là, mais il n'a pas d'utilité au niveau de la forêt. Bon. Donc ça veut dire que la durée de vie d'une charpente qui est de plusieurs décennies, elle correspond bien à un stockage. Mais
c'est un stockage neutre entre guillemets. Bon. Et inversement, donc si vous prenez du bois de chauffage, eh bien la combustion va rejeter directement du CO2 dans l'atmosphère. Donc une charpente reste neutre, il y a toujours sa biomasse, et la charpente ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère. À même poids, à même quantité, la biomasse de bois que vous allez brûler va libérer du CO2 dans l'atmosphère. Donc vous voyez la différence entre les deux. Donc l'impact de la gestion des forêts va dépendre de ce que vous voulez en faire, de ce que vous voulez faire du bois que vous allez prélever. Deuxième chose, si vous coupez excessivement les forêts, eh bien vous allez enlever l'écosystème d'arbres qui seront matures, admettons. Donc ces arbres ont une grande capacité d'assimilation. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de feuilles, le feuillage est étendu et par conséquent la photosynthèse est relativement importante. Et donc la biomasse construite, fabriquée à partir de cette photosynthèse, donc sous forme de matière organique, elle est très importante au niveau des arbres qui sont très grands, par exemple, ou qui sont robustes. Donc si vous coupez ces bois, évidemment, vous enlevez cette capacité d'assimilation puisque l'arbre n'existe plus, et donc vous enlevez de la biomasse. Donc, d'autre part, si vous ouvrez, donc en coupant les arbres, le couvert forestier, eh bien vous allez avoir des décomposeurs qui vont augmenter leur capacité de décomposer, entre guillemets, et vous allez avoir une quantité de carbone stockée dans le sol qui va diminuer. Donc ça veut dire que vous avez en quelque sorte une forêt qui va s'appauvrir en biomasse, tout doucement, avec le temps. Troisième chose, lorsque vous nettoyez les forêts et lorsque vous éliminez le bois mort, eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un effet négatif. Combien de fois est-ce que vous voyez dans la forêt, vous voyez des bûcherons, ils coupent les arbres, puis ils laissent tout en tas. Et ils ne nettoient pas. Vous allez dire, ils auraient pu nettoyer. Eh bien, en fait, non. Il faut laisser, parce que si vous enlevez le bois mort, eh bien, il n'y a pas de recyclage par les décomposeurs, et donc du coup, on a un appauvrissement. Alors, ça fait peut-être pas beau, évidemment, quoique la notion du beau, c'est relatif, mais ça veut dire qu'il y a un effet négatif parce qu'il n'y a pas de recyclage de la matière sur place, en fait. Donc l'élimination du bois mort, donc c'est un effet négatif. Voilà, donc pas de nettoyage parce que. Bon. Alors ensuite, c'est l'allongement des cycles d'exploitation, le maintien sur place de ce que l'on appelle les rémanents, donc les branchages suite à la découpe, le reboisement et l'amélioration de la qualité, donc de la durée de vie des produits de la filière bois. Donc tout ceci permet de maintenir le rôle de puits de carbone de l'écosystème forestier. Donc voilà, donc globalement, on a compris. Maintenant, un écosystème, c'est un flux de matière et on peut comprendre qu'il y a des cycles, et notamment le cycle du carbone. On parle de cycle biogéochimique. Même géochimique. Bon, cycle biogéochimique. Les compartiments d'un écosystème vont échanger de la matière. Par exemple, du carbone. Mais il n'y a pas que du carbone. On aurait pu prendre l'exemple sur de l'azote, du phosphore, etc. Ils sont donc liés par des flux. Donc ces compartiments sont liés par des flux, notamment le flux de carbone entrant. Un flux, c'est un échange. Il y a une entrée, il y a une sortie. Donc flux de carbone qui entre dans un écosystème forêt, il est plus important que le flux de carbone sortant. C'est ce que l'on avait dit. Donc la forêt est donc un puits de carbone. L'entrée de carbone est due à la photosynthèse. Pourquoi? Parce que le CO2 est prélevé et la photosynthèse fait que on a formation de matière organique avec libération de dioxygène en parallèle. Donc la sortie est provoquée par la respiration et
les fermentations, donc la sortie du carbone sous forme de dioxyde de carbone. En particulier, les êtres vivants génèrent ou facilitent des flux de matière, donc de l'eau, du carbone, de l'azote, etc., qui vont entrer. Absorption racinaire, photosynthèse et respiration, qui vont circuler également. Donc ces flux qui vont circuler également, par exemple réseau trophique, et qui vont sortir également par l'évapotranspiration, l'érosion, etc. Et tout ceci au niveau de l'écosystème. Donc je répète que, en particulier, les êtres vivants génèrent ou facilitent des flux de matière qui entrent, circulent et sortent de l'écosystème. Une partie de la matière est recyclée, notamment grâce au sol. L'effet des écosystèmes dans les cycles géochimiques ainsi constitués se mesure par des bilans d'entrée et de sortie de matière. Alors, il faut savoir construire un cycle biogéochimique simplifié avec ses réservoirs et ses flux. Alors, notamment, vous pouvez prendre l'exemple du carbone, flux de carbone, dans lequel l'écosystème intervient. Il est possible de calculer un bilan de matière considérant l'écosystème comme ouvert. Donc, nous avons vu que dans le cas d'une réserve forestière intégrale, donc ça veut dire qu'il n'est pas exploité, en fait, qui est livré à elle-même et qui n'est même pas nettoyé, et c'est tant mieux. La quantité de carbone stockée dans l'écosystème est beaucoup plus importante, et dans le cas d'une forêt éclaircie, au contraire, la biomasse produite est régulièrement exportée et la biomasse stockée dans le sol est inférieure. Le rôle du puits de carbone est donc plus important dans le cas d'une réserve forestière intégrale. Mais le bilan carbone de la forêt éclaircie dépendra du devenir de la biomasse exportée et du mode de gestion, notamment rythme et cycle des exploitations, du reboisement, etc. Alors, on parle de puits de carbone qui est attribué aux écosystèmes forestiers. Pourquoi? Parce que ces écosystèmes forestiers vont stocker durablement du carbone sous forme de biomasse. Ils absorbent plus de CO2 qu'ils n'en rejettent. Donc sur le long terme, évidemment, tout ceci est bénéfique. Donc si on raisonne en termes de bilan géochimique du carbone, en considérant différents compartiments et en mesurant puis comparant les bilans entrée et sortie de carbone, eh bien on s'aperçoit que la comparaison de ces stocks et l'étude des flux correspond à une biomasse qui sera beaucoup plus importante lorsque la forêt reste intégrale par rapport à une forêt qui est surexploitée entre guillemets. Alors le sol est un compartiment qui est très important et l'export de matière organique d'un écosystème est à mettre en lien bien entendu avec l'étude des services écosystémiques. Il y a bien des stocks de carbone dans un écosystème forestier. On en a parlé et reparlé. Eh bien, ces stocks vont être différents selon les forêts. Évidemment. Vous avez des forêts tempérées, vous avez des forêts tropicales, etc. Alors évidemment, donc, les quantités stockées dans chaque type de forêt ne sont pas les mêmes, évidemment. Donc les stocks de carbone dans un écosystème forestier vont varier selon les types de forêts et selon le compartiment que vous allez étudier. Tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait 50% de biomasse dans le sol. Ensuite, c'était plutôt les tiges et les branches, les troncs et les branches. Bon. Donc ça dépend. Ça pourrait, dans certaines zones, ça pourrait très bien être les feuilles au détriment des troncs, par exemple, dans certaines forêts tropicales ou équatoriales. Donc les stocks de carbone sont particulièrement importants dans le sol. On avait dit qu'il y avait 50% dans l'exemple que nous avions pris. Le flux de carbone, évidemment, il y a des stocks de carbone, mais il y a également des flux de carbone. Il faut bien que du carbone entre et sorte. Et en fait, lors de la photosynthèse, le carbone va être absorbé. Et lors de la respiration cellulaire, le carbone va être rejeté. Voilà, donc il y a des flux de carbone, il y a des entrées et des sorties.
Donc le flux entrant de ce carbone, de ce dioxyde de carbone, de ce carbone sous forme de dioxyde de carbone, en fait, parce que le dioxyde de carbone, c'est un carbone et deux atomes de dioxygène reliés entre eux. Donc ça veut dire que ce flux entrant est lié à la photosynthèse et le flux sortant est lié plutôt à la respiration cellulaire et à la fermentation, qui sont réalisées évidemment par les êtres vivants de l'écosystème considéré. La différence entre les deux est positive, c'est la production primaire nette et elle est à mettre en relation avec une augmentation du stockage du carbone, donc augmentation de la biomasse. Donc les forêts, par conséquent, ce sont bien des puits de carbone. Alors, pas sous forme de carbone pur, mais sous forme de carbone relié à d'autres atomes, oxygène, hydrogène, azote, phosphore, etc., sous forme de ce que l'on appelle la matière organique. Donc les forêts sont bien des puits importants de carbone. Et le temps de résidence de la matière organique riche en carbone dans un sol forestier permet de comprendre l'importance des stocks dans ce compartiment sol, entre guillemets. Il faut préserver les sols, en fait. Alors, l'idée qui me vient, c'est lorsqu'il y a eu dans les années 60 les démembrements, entre guillemets, et donc on a retiré toutes les haies, il y a eu des conséquences relativement importantes et aujourd'hui on essaie de reconstruire des haies dans certaines régions. Donc à l'échelle européenne, on peut raisonner en termes de flux et de stock de carbone également. Évidemment, les valeurs sont surmultipliées, évidemment. Et on met l'accent sur les rôles des forêts, qui est très important, donc notamment sur la gestion des forêts, avec ses stocks, ses flux, ses puits et sources de carbone. Donc là, on a bien compris que les différents compartiments d'un écosystème vont échanger de la matière, et nous avons pris l'exemple du dioxyde de carbone. Ils sont donc liés, alors du dioxyde de carbone entrant ou sortant, évidemment, ils sont donc liés par des flux, donc des échanges, flux entrant, flux sortant. Le flux de carbone entrant dans un écosystème forêt est plus important que le flux de carbone sortant. La forêt, c'est donc un puits de carbone. L'entrée de carbone est due à la photosynthèse et sa sortie est provoquée par la respiration cellulaire et les fermentations. Donc voilà, nous avons compris que dans les écosystèmes, il y a des flux de matière, des flux biogéochimiques. On s'était posé le problème de connaître le bilan de matière dans un écosystème forestier. Ça servait à quoi en fait? Quel était son intérêt? Quel est son effet sur le cycle biogéochimique de ce bilan de matière? En particulier celui du carbone que nous avons pris comme exemple aujourd'hui. Le cours est terminé. Merci. Ah, ça c'est toujours pour la photo. Bon, allez, voilà. Désolé. Faut soigner la présentation.